Nous allons donc, au cours de 2 tables rondes, continuer à dresser le paysage dans lequel s'inscrit cette réflexion des états généraux du livre en français dans le monde, et puis peut-être aussi toucher du doigt certaines expériences, être un peu concret pour comprendre ce qui se passe, quelles sont les initiatives qui ont pu être prises au cours de ces dernières années et surtout quelles initiatives pourraient être prises dans les années à venir, sur 5 ans, 10 ans, 30 ans peut-être, pour que ce livre en français rayonne et corresponde à ce qu'on a entendu avec vos invités, c'est-à-dire qu'ils nourrissent les imaginaires et qu'ils nourrissent les échanges. Donc merci beaucoup, Samira, pardon. À tout à l'heure. Et pour évoquer donc cette diversité, parce que si nous sommes 7 milliards dans le monde, tous les citoyens de la planète ne sont pas tout à fait francophones, mais tous les francophones sont plurilingues, à l'exception peut-être des Français. Et il faut donc évoquer la place du livre francophone et de cette langue dans cette diversité. Donc pour en parler, j'appelle à me rejoindre sur scène Ibrahima Aya, Michel Choueiri, et nous serons en ligne par visio avec Amidou Seydou Anafiou. Messieurs, un micro vous attend. Donc je fais quelques présentations. Ibrahima Aya, vous êtes écrivain, vous êtes cofondateur des éditions Tombouctou et vous êtes aussi l'organisateur de la rentrée littéraire au Mali. On en dira peut-être quelques mots. C'est un des grands rendez-vous du livre qui concerne les lecteurs lambda, si j'ose dire, mais aussi tous les étudiants. Et c'est un malien et c'est un événement qui se développe sur l'ensemble du pays. Michel Choueiri, libraire à Beyrouth, puis aujourd'hui à Dubaï, et vice-président de l'Association internationale des libraires francophones. Donc avec vous, on va parler des 5 continents. Et nous sommes en ligne donc avec Amidou Seydou Anafiou, qui est enseignant-chercheur à l'université de Niamey, au Niger, et l'ancien coordinateur du programme Élan, qui est un programme d'enseignement et de promotion du français et des langues nationales. Alors peut-être sans s'appesantir, mais pour être un peu concret, en quoi consistait ce programme? A-t-il porté ses fruits? Et ce qui m'intéresse, c'est cette articulation entre enseignement, apprentissage du français et des langues nationales. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend parfaitement. Ok. Je veux remercier ceux qui m'ont convié à cette importante rencontre sur invitation à partir du mois de juillet dernier. Vous me demandez de parler de Élan, c'est un programme que j'avais coordonné par le passé. Mais à ce que je sache, pour aller vraiment très simplement sur ça, c'est que c'est un programme de la francophonie qui est en partenariat avec les ministères de l'Éducation nationale de certains pays pour les appuyer dans l'enseignement bilingue français et langue nationale. Voilà ce que je peux en dire. N'étant plus responsable, je m'en tiens à cette présentation. Alors comment penser, comment mettre en pratique ce double enseignement langue maternelle, langue première et langue seconde, puisque le français, au Niger comme dans beaucoup d'autres pays, le français reste une langue seconde? Ok. En fait, il faut se dire qu'il y a beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne qui, au lendemain des indépendances, après évaluation de ce qu'ils ont comme hérité de ce qu'on appelle la colonisation, ont trouvé qu'il y avait une adéquation au niveau des systèmes éducatifs et qu'il fallait, par rapport à la qualité et puis par rapport aux dimensions culturelles, essayer d'adapter l'école au contexte culturel. Donc, d'où l'idée un peu partout de la prise en compte des langues nationales. Pour parler du cas du Niger, où je suis enseignant-chercheur, c'est une expérience qui date de 1973 et qui a évolué en dents de scie avec, pour amener la question en rapport avec le livre, une forte production d'ouvrages à la fois en français et en langue nationale pour un enseignement du français en contexte bilingue
mais aussi pour aussi la promotion des langues que d'aucuns appellent en francophonie les langues partenaires du français. Donc, il y a eu en particulier dans les années 98-19 jusqu'en 2005 un projet appuyé par la coopération technique allemande qui a beaucoup produit dans ce domaine-là et qui a créé les conditions d'un environnement lettré par rapport à l'utilisation des langues dans les systèmes éducatifs. Pour Le être Niger n'est précis, pas... Le excusez-moi, Niger, oui. excusez-moi, pour être précis, pour qu'on soit clair sur ce qu'on dit, ça veut dire que c'était des coéditions bilingues, ou de l'édition bilingue plutôt. C'est de l'édition bilingue au sens où il y avait des ouvrages qui étaient en français pour les ouvrages, je veux dire, des manuels scolaires, mais aussi des documents d'appui à l'apprentissage à l'école, qui étaient pour certains dans une langue nationale seulement ou en français. Et puis il y avait d'autres qui étaient plutôt dans un format bilingue. C'est-à-dire qu'en une unité, on mettait à la fois le français et une langue nationale. Et ça, c'est quelque chose sur lequel le Niger a beaucoup innové, avancé. Il y a eu des partenariats avec des équipes du Mali, du Burkina Faso sur cet aspect, appuyés d'ailleurs par des partenaires des ministères de l'Éducation nationale de ces pays sur cette dimension de l'édition de livres en langue nationale et en français. Vous parliez du Mali, je vais en profiter pour passer la parole à Ibrahima Aya. Est-ce qu'il y a ce même type d'approche au Mali? Et par exemple, dans la rentrée littéraire, dont on peut dire quelques mots, quelle langue on parle? Est-ce qu'on parle majoritairement le français ou est-ce qu'on parle aussi le bambara? Alors, merci. Voilà, merci à tous. Alors, pour répondre à votre question, est-ce qu'on parle bambara ou est-ce qu'on parle français? Il faut dire qu'en fait c'est... Pardon, je ne suis pas sûr que le micro fonctionne. Si, c'est bon. Là, ça va? Oui, voilà. Mettez-le un peu plus près peut-être. Voilà, donc je disais tantôt que c'est un événement très francophone, mais, il faut dire mais, parce que oui, les langues, c'est aussi des ponts. Et donc, lorsqu'on a conçu cet événement, nous l'avons conçu non pas comme un écho du centre ou un prolongement de la périphérie, mais comme une autre rive. Une autre rive d'où l'Afrique peut se raconter à elle-même et au monde. Et donc, parce que nous avons considéré que l'Afrique racontée d'ailleurs, c'est ce qui se fait depuis 700 ans. Donc voilà, c'est l'idée de pont. Et c'est un événement francophone, oui, mais où on parle aussi d'autres langues. L'essentiel qu'il y ait un livre, c'est ce qui est important. Mais dans notre compréhension, justement parce que c'est un espace de partage, c'est un événement qui est piloté par un comité de programmation qui comprend différentes nationalités, maliennes, belges, canadiennes, françaises, algériennes, peut-être j'en oublie, suisse. Voilà, donc pratiquement tous les pays, beaucoup de pays francophones en tout cas, sont représentés au sein du comité de programmation, ce qui fait que ça nous donne l'avantage, bien sûr, de rassembler des auteurs de tous les continents, d'inviter voilà, des auteurs d'horizons différents, souvent qui ont des rapports souvent différents par rapport à la langue française, etc. Donc, alors cela, c'est pour la rentrée littéraire. Si on parle d'édition, l'édition au Mali se fait en français ou en langue nationale. Est-ce qu'il y a des éditions bilingues? Vous, en tant qu'éditeur, dans quelle langue vous éditez? Alors, moi, en tant qu'éditeur, j'édite pour l'instant en langue française. Mais en fait, l'idée est partie du fait que, par rapport à mon propre parcours d'auteur, à un moment donné, on a considéré que c'était intéressant d'accompagner des jeunes porteurs de textes qui sont intéressés, qui aimeraient être édités au Mali même. Mais vite, je me rends compte en fait que le rapport de ces jeunes auteurs à la langue française s'est quelque peu refroidi, notamment à cause de la dégradation de l'enseignement du français à l'école.
Donc, ça veut dire en fait que finalement, l'accompagnement éditorial devient beaucoup plus long et beaucoup plus coûteux. Mais leur vécu plurilingue fait qu'ils intègrent quelque chose d'assez intéressant. C'est qu'on peut distinguer dans le processus d'écriture deux choses, la langue et l'histoire. Alors, ça veut dire que ce travail éditorial, c'est à la fois un travail de conciliation, mais aussi de réconciliation. Donc voilà, c'est un travail assez difficile dans ce environnement, mais c'est un travail assez exaltant aussi. Donc voilà, un peu, c'est parti de là, et ça m'amène à parler de mon propre parcours d'auteur, parce qu'en fait, moi je suis plurilingue, venant d'un pays multilingue, bien sûr le Mali, un pays qui compte 13 langues nationales et une langue officielle, le français. Si c'est 14 langues, je parle 4, dont le français. Bon, je parle aussi russe, parce que c'est dans cette langue que j'ai fait mes études d'ingénieur agronome. Voilà, mes parents sont plurilingues. Je viens d'une ville, Tombouctou, qui est une vieille cité du multilinguisme. Donc, mon parcours est que je me suis tout de suite posé la question par rapport à deux fonctions essentielles que remplit la langue, c'est-à-dire la communication et l'identification. Par rapport à la communication, c'est-à-dire communiquer avec qui. Dans le Mali, où j'ai en face de moi un public multilingue et aussi plurilingue, comment raconter une histoire en langue française. Ça veut dire aussi comment raconter cette histoire dans un pays de grande oralité. Et cette oralité, elle conçoit qu'il est possible de raconter une histoire en associant plusieurs genres, ce qui n'est pas fréquent pour la littérature écrite. Donc je vais emprunter cette démarche. Et alors quand on me dit, c'est quoi pour vous penser un livre en langue française? Je réponds que c'est écrire de l'oralité. C'est-à-dire que j'emprunte la langue française pour véhiculer un langage et une histoire. Et alors souvent, on me pose des questions. Et il y en a qui sont souvent provocatrices. Au Mali, par exemple, on me demande, est-ce que le français, c'est votre langue? Je réponds, oui, une de mes langues, mais je ne suis pas un tirailleur de la langue française. On peut poser aussi la question autrement. Quel est votre rapport à la langue française? C'est moins provocateur, ainsi posé. Je réponds, c'est du bon voisinage. Ça veut dire quoi? C'est un lien au quotidien, fait de moments de proximité, de fusion, de complicité, mais aussi d'interrogation, de distanciation aussi. Ce que vous dites sur l'identification et la communication, le rôle du livre et la langue française comme élément d'identification et de communication est assez important, me semble-t-il. On reviendra vers vous, mais Michel Choueiri, vous qui êtes plutôt dans un univers arabophone, qui avez une vue sur l'ensemble des libraires sur les 5 continents, est-ce que le livre, la langue, a aussi cette fonction-là dans votre zone géographique? Oui, évidemment. En fait, vous savez, donc, normalement, par défaut, un libraire, son rôle est... Mettez bien le micro devant la bouche parce qu'ils sont finalement... Son rôle est justement de partager ses passions et de faire découvrir des livres, de faire découvrir des auteurs, des éditeurs. Celui des libraires francophones, disons qu'il y a deux façons. Il y a ceux qui sont dans des pays francophones, et là, leur rôle est comme tous les autres libraires, mais il y a ceux qui sont dans des pays qui ne sont pas francophones, et là, le défi est beaucoup plus important, parce qu'il faut faire découvrir des cultures francophones, parce que nous on parle de culture francophone, mais pas d'une langue française seulement, vu qu'il y a une culture francophone libanaise, française, belge, tunisienne, etc. Et le défi est justement de faire connaître cette langue française avec toutes ces cultures à une population qui n'est pas nécessairement francophone, où on va essayer de multiplier le nombre de lecteurs en langue française, des apprenants en langue française, d'où l'importance qu'ont ces libraires-là à travailler en étroite collaboration avec des alliances françaises, des instituts français, des ambassades francophones dans ces pays-là, pour pouvoir justement essayer de faire connaître cette langue, de faire apprendre cette langue, de la faire aimer, et aussi
de travailler au niveau de la traduction, de faire connaître les auteurs et les éditeurs de plusieurs langues pour pouvoir se partager un peu cette culture en faisant les traductions et en les proposant dans nos librairies. Les libraires qui sont adhérents à votre association sont tous des libraires bilingues, enfin qui ont des librairies bilingues, ou ce sont des librairies exclusivement francophones? Alors, non, il y en a beaucoup qui sont bilingues et trilingues aussi. Donc, par exemple, au Liban, tous les libraires sont trilingues. Ils font le français, l'anglais et l'arabe. Mais ils sont francophones quand même. Ils ont une part, disons, dans leur rayonnage, la partie francophone est très importante. Je pense que même en Tunisie, par exemple, ici, en visitant les librairies, ils sont aussi trilingues. Il y a le français, l'anglais et l'arabe. Alors, dans chaque coin du monde, en fait, à Dubaï, par exemple, je ne suis que francophone dans la librairie et seulement française. Donc, dans les pays non francophones, on est plutôt unilingue. Mais dans les pays comme la Tunisie, le Maghreb, certains pays d'Afrique ou au Liban, parfois dans quelques librairies en Syrie ou en Égypte, certains libraires font plus d'une langue dans leur librairie. Et alors, pour être très très concret, à Dubaï où vous vivez, est-ce que vous avez le sentiment que le livre en français est en position de force, qu'il y a des événements, ou au contraire dans une situation de fragilité? Non, il n'est pas en position de force dans le sens du terme, mais il est bien mis en avant, surtout par les autorités des Émirats actuellement qui travaillent en étroite collaboration avec l'ambassade de France et l'Institut français et les alliances françaises, vu que chaque année maintenant on est invité et on a des stands assez importants dans tous les salons du livre qui se font dans les Émirats, donc le salon d'Abu Dhabi, bientôt en novembre on va avoir le salon de Sharjah. Et donc, du coup, maintenant, et depuis quelques années, les Émirats ont décidé que la troisième langue du pays était le français, après l'arabe et l'anglais. Donc maintenant, il y a de plus en plus d'apprenants de la langue française, ce qui fait qu'ils sont donnés de plus en plus d'importance à la langue française dans le pays au niveau étatique déjà. Et ces libraires, vous, comme ceux de l'association, ont vocation non pas à simplement faire de l'import-export de livres édités à Paris, mais de travailler aussi avec le territoire. Et ils ont tous signé une charte, justement, pour s'engager à une présence locale ou territoriale, en tout cas. Disons qu'il y a quelques années, on a sorti la charte des libraires francophones. Et dans cette charte, il est important et bien indiqué que le rôle du libraire francophone est de favoriser les éditeurs et les auteurs de son pays et de sa région. Ce n'est pas de délaisser les auteurs et les éditeurs des éditeurs français et autres, mais surtout de valoriser et d'avoir des sections bien importantes pour valoriser justement les éditeurs et les éditeurs et les auteurs de la région et du pays. Alors, à Dubaï, on n'a pas encore cette chance de pouvoir le faire parce qu'il n'y a pas d'éditeurs francophones comme tel, il n'y a pas d'auteurs francophones à Dubaï, mais on essaye quand même de mettre en valeur les auteurs et les éditeurs du monde hors France aussi. Donc il est important de renforcer toute la filière du livre, de l'auteur à l'éditeur, au libraire, etc. etc. Le temps passe, vous le savez tous, mais j'aimerais faire quand même un dernier tour de table, notamment avec vous, Hamidou Saïdou Anafiou. Comment penser le livre? On est au tout début des États généraux, donc c'est le moment aussi d'abonder, de faire des propositions. Comment penser le livre en français dans cet univers multilingue? Est-ce qu'il y a, selon vous, une urgence d'action ou une urgence de penser ce livre dans cet univers-là? Ok, merci beaucoup. Je répondrai que parce que le français est parlé et enseigné dans des espaces francophones où il existe d'autres langues, c'est le cas notamment en Afrique subsaharienne, mais aussi au Maghreb. Le livre en langue française doit prendre en compte, pour moi, tous les Français parlés, toutes les variétés du français. C'est très important parce que souvent, moi je ne suis pas de ceux qui veulent être des puristes, comme quoi il faut enseigner une norme, mais les langues, elles sont vivantes, elles doivent prendre en compte les milieux culturels et puis c'est comme ça que les gens se retrouvent. Deuxième chose que je voudrais dire en lien avec les contextes bilingues d'enseignement, j'en parlais tout à l'heure, il faudrait poursuivre la création d'un environnement lettré pour que l'enseignement bilingue français langue nationale, qui est un enseignement bilingue
qui doit permettre aux enfants une meilleure maîtrise du français. Parce que c'est ça qui est au cœur de ce qui se fait en Afrique subsaharienne dans beaucoup de pays. Il faudrait qu'on dépasse les niveaux où on travaille jusqu'ici, première année, deuxième année, et que les manuels, les ouvrages pour l'environnement lettré puissent être au niveau des classes importantes que sont les CE et les CM2, et voire même plus. C'est comme cela que moi je pense qu'on peut faire vraiment la promotion de l'enseignement bilingue et donc qui est aussi un cadre de promotion du français. Voilà, de manière succincte, je finirai par dire quand même qu'il faudrait aussi inciter à plus de synergie d'action parce qu'il y a plusieurs acteurs. Vous avez la francophonie, l'Union africaine sur ces chantiers aussi, aussi bien de l'édition que de la prise en compte des langues premières, des langues maternelles. Et donc, pour arriver à l'édition en langue africaine, avec le français, je veux dire, il faudrait travailler à une synergie d'action pour pouvoir bien réussir. Je sais que, par exemple, la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'Union africaine avaient organisé en 2011, si j'ai bonne mémoire, un concours d'édition en langue africaine et en français, d'ouvrages en langue nationale africaine et puis en français. Mais bon, depuis, il n'y a pas eu une nouvelle édition de ce concours-là. Je pense que ce sont des choses à promouvoir et qui peuvent réussir dans le cadre de synergie d'action. Voilà ce que je peux ajouter sur cette question. Il y a bien entendu des éditeurs. Je sais qu'il en existe au Mali, je sais qu'il en existe au Burkina, au Niger et un peu partout en Afrique subsaharienne par rapport à l'édition en français et en langue africaine. Je pense que ça doit continuer parce que c'est ça aussi la promotion du multilinguisme. Vous avez l'impression, depuis le Niger, depuis Niamey où vous êtes, que les pouvoirs publics, que l'ensemble des acteurs de cette chaîne du livre, mais aussi les organisations internationales que vous citiez, sont vraiment mobilisés, ont pris conscience de cette nécessité d'inscrire le français dans du multilinguisme, de renforcer la filière du livre, en commençant peut-être par l'éducation. On est dans un événement qui est un événement culturel, mais qui est aussi un événement politique, ces États généraux du livre en français dans le monde. Donc c'est peut-être l'occasion de lancer des appels et de faire pression, pourquoi pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a aujourd'hui avec le numérique plus de facilité par rapport à, je veux dire, sur le plan technique pour l'édition. C'est peut-être ça qui explique la création ça et là de structures d'édition, parce qu'il y a aussi les imprimeries qui... Dans certains de ces pays, il y a quelques années, c'est peut-être une seule maison d'imprimerie, 2 ou 3. Aujourd'hui, on en trouve plusieurs. L'offre, elle est beaucoup plus importante. Mais vous savez aussi que le circuit du livre, c'est un circuit de marché aussi. Et donc, à ce niveau-là, je pense qu'il y a certes le rôle des pouvoirs publics, mais il y a aussi le rôle de la société civile, pour que les choses puissent se faire de manière assez organisée, pour que ça n'aille pas dans tous les sens, parce qu'il ne faut pas que tout le monde s'invente du jour au lendemain éditeur, imprimeur, et pour garantir la qualité, mais surtout la qualité dans les contenus, parce que c'est important de faire des livres, mais c'est important aussi de diffuser des choses qui peuvent faire la promotion de la culture et qui créent les conditions de vivre ensemble. Voilà. Merci beaucoup Hamidou Seydou Anafiou. Michel Chouairi, en tant que libraire, parmi les 50 propositions qui vont être faites au cours de ces états généraux, est-ce qu'il y en a une ou deux que vous voulez mettre en valeur, qui vous semblent assez indispensables, de votre point de vue de libraire vivant en zone arabophone, mais aussi de vice-président de cette association? Écoutez, nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est la circulation du livre dans tous les sens, c'est-à-dire non seulement du nord vers le sud, mais du sud vers le nord et du sud vers le sud. Et donc, du coup, en tant que libraire, on a bien envie de trouver des solutions
à ce qu'on puisse acheter du livre tunisien au Maroc sans passer par de la France, par exemple, alors que c'est un pays voisin. Je donne un exemple, ça en fait partie juste parce qu'on est ici, mais sinon, pour acheter du livre québécois, s'ils ne sont pas diffusés et distribués en France, on a un mal fou à les avoir à Dubaï ou ailleurs. Donc tout ça, je pense ça fait partie des solutions. Et la deuxième chose, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est depuis le temps, on parle de tous ces constats, c'est de finir, en fait, par commencer par quelque chose de concret. C'est-à-dire qu'on passe vraiment au concret, même si ça doit prendre du temps, même si ça va être quelque chose qui va commencer doucement, mais au moins qu'on sente que ça a commencé et d'une façon très concrète et avec les mêmes partenaires, et de faire vraiment travailler les associations qui existent déjà un peu partout dans le monde, qui travaillent dans la francophonie, qui puissent vraiment participer d'une façon active pour pouvoir concrétiser tous ces 50 propositions. Quoi. Et ces états généraux peuvent être l'occasion justement de justement, rencontres, voilà, de collaboration. exactement. On n'est pas juste là pour boire un café, qu'on ne boira pas d'ailleurs ce matin parce qu'on est un peu en retard, mais aussi pour imaginer des actions communes. Ibrahima Aya, est-ce qu'il y a une préconisation, une recommandation qui importe selon vous plus qu'une autre? Ensemble, on a déjà parlé d'éducation. À quelle échéance il faut dans quelle perspective de temps faut-il penser cette dynamique pour le livre en français? Je voudrais d'abord dire qu'en fait, puisqu'on parle d'environnement... Dites-le, mais avec un micro près de la bouche, s'il vous plaît. Voilà, je voudrais d'abord dire que, puisqu'on parle en fait d'un environnement multilingue, c'est de considérer les langues comme des plantes. Donc, je considère qu'en fait, par rapport à la problématique, et je me réjouis justement du fait qu'une référence est faite à l'environnement du multilingue. Parce que je pense qu'il faut justement aborder cette question-là avec une démarche écologique, celle de la biodiversité. Et de considérer qu'on est en fait face à un équilibre précaire par rapport à cet environnement multilingue, parce que aussi c'est un écosystème qui est pollué depuis plus ou moins par l'histoire, la politique et l'économie. Donc je pense que, bon, pour aller vite, je parle par rapport au Mali, à l'Afrique, à cet environnement multilingue, il est important de déculpabiliser la langue française. Parce qu'en fait, beaucoup continuent à considérer que c'est la langue de l'ancienne puissance coloniale. Or, je pense qu'on est... le bébé est né, peu importe qu'il soit naturel ou légitime, il faut l'entretenir, l'entretenir. Ça veut dire aussi qu'il faut décentrer. Tout de suite, je pense que mon collègue parlait du fait qu'il faut accepter différentes, disons par exemple de la langue française. Moi, je considère simplement qu'il est important de décentrer parce qu'on est un peu dans un tropisme gaulois, si je peux dire comme ça. Et qu'il est important, par exemple, je donne un exemple, d'accompagner les académies des langues, les académies des pays francophones, par exemple, pays francophones africains, à s'occuper aussi de cette langue qui est leur langue officielle. Parce que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et je pense qu'elles, en s'occupant de cette langue, elles le feront moins en culture pure, mais plutôt en culture associée. Elles vont considérer qu'en fait, c'est un environnement diversifié et qu'il faut une approche associée. Donc, il y a aussi le fait qu'il faut peut-être sortir des empreintes néocoloniales. Il y a beaucoup de gens qui continuent à considérer que la langue française doit être comptable de la politique française. Je pense que c'est aussi un biais, un problème. Or, malgré le fait que, en réalité, donc, je considère de ce point de vue que, malgré tout, il faut considérer la langue française ou le français comme un levier. C'est-à-dire que à la fois dans le domaine littéraire que dans d'autres domaines, scientifiques, techniques, commerciaux, etc. Donc je pense que tout ça, ça rentre dans cette idée de déculpabiliser et de faire de cette langue, non pas celle qui occupe tout l'espace commun, mais qui est en partage avec les autres. Mais alors, cela va prendre du temps, forcément. Mais bien sûr, ça va prendre du temps. Je pense qu'on est là pour des perspectives longues. C'est-à-dire combien? Ça veut dire 10 ans, 20 ans, 100 ans? Mais je pense qu'on doit réfléchir à l'échelle. Si je prends le cas de l'Afrique,
on sait que voilà, dans 30 ans, en fait, dans 50 ans, l'Afrique, c'est 2,5 milliards d'habitants. C'est un enjeu énorme. Donc ça veut dire qu'il faut réinvestir l'école, par exemple, parce que c'est là les nouvelles générations. Et sur ces 2,5 milliards, pratiquement plus de la moitié, ou beaucoup plus, sont des jeunes qui n'auront pas encore 30 ans. Donc c'est un enjeu énorme. Et à la fois c'est un défi, mais aussi c'est une opportunité pour la langue et pour les langues. Donc je pense qu'on n'a peut-être pas besoin d'inciter que c'est un marché aussi pour l'avenir. Donc on va s'arrêter peut-être sur ces 2 chiffres, c'est-à-dire se dire qu'on est lancé pour une aventure qui va durer minimum 30 ans, avec un enjeu démographique de taille, puisqu'il y a 2,5 milliards d'Africains dans 30 ans qui sont des lecteurs potentiels et des locuteurs potentiels du français. Le temps nous presse un peu, je suis vraiment désolé. J'espère qu'on n'aura pas fait que effleurer le sujet, mais qu'on aura aussi lancé quelques pistes comme ça, quelques fusées pour comprendre. Nous avons encore 48 heures pour échanger de façon informelle, mais de façon aussi formelle dans les différentes tables rondes. Donc je vous remercie, messieurs, Annie Hamé ici, tous les intervenants qui sont en ligne et tous ceux qui nous regardent en ligne sur le site de l'Institut français. Et dans un savant aller-retour et balai d'aller-retour, je vais vous suggérer de laisser la place aux invités de la prochaine table ronde. Donc merci beaucoup et j'appelle pour la prochaine table ronde des écrivains, puisqu'il n'y a pas de livre sans écrivain. J'appelle Djali Amadou Amal, Faouzia Zouari, Yamed Manaï et Sami Tchak.